je voyais pas en fait le rapport entre ce système-là et ce que je voulais faire plus tard. Et là, j'arrive à New York et je crois que la vie, ça va être comme dans les films, tu vois. Ça a été une première très bonne expérience pour moi parce que j'ai compris que en fait, New York t'attend pas en fait. Là, tu pars dans une ville où personne te connaît, tout le monde s'en fout de ta vie en fait. Quand tu vas aux États-Unis pour devenir agent immobilier, il y a 2 tests à passer. Il y a le test de la ville et le test de l'État dans lequel tu vas travailler. Okay. Et là, par contre, j'étais très fort. Okay. Mais voilà. Tu rentres en France, qu'est-ce que tu fais ? En France, alors, je galère un petit peu et j'ai pas d'assez bons revenus pour pouvoir beaucoup emprunter. Et à un moment, le premier appartement que j'ai acheté, j'ai des problèmes. Okay. Je le revends. Et là, je vois que je fais une plus-value de 38 000 € à l'époque. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Le notaire qui voit que je fais 2-3 plus-values en peu de temps, il me dit vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça ? Bienvenue Lionel. Merci. Merci d'être présent dans le podcast Vrai reconnaît vrai. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Je t'explique rapidement le podcast. C'est un podcast qui met en valeur les parcours. Donc là, c'est le format VRV Story. L'idée, c'est de parler de gens qui sont partis de zéro et qui ont glow up, inspirer notre audience, montrer des parcours différents. Tu vas être un des premiers à parler dans cette version-là du côté immobilier, comme tu vas nous en parler. Je vais te laisser te présenter en quelques mots. Et puis après, on va commencer à parler du coup de d'où tu viens, comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui, comment on te voit sur les réseaux et comment aujourd'hui tu t'alimentes la sphère immobilier et comment tu es devenu un acteur important. Je t'écoute. Alors, je ne sais pas si je suis important que ça, mais si je peux aider des gens. Je m'appelle Lionel, je suis marchand de biens. Et voilà, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste une activité qui m'est un peu tombée dessus. Ok. Et que j'ai découvert en voulant investir dans l'immobilier. Et puis maintenant, depuis bientôt 15 ans, c'est ce que je fais. Et puis après, j'ai commencé à aller sur les réseaux pour les formations. Parce qu'il y a des gens qui me disent si ça rapporte le marchand de biens, pourquoi tu as fait des formations ? Pour gagner plus d'argent, sinon j'aurais pas fait. Totalement. Et aujourd'hui, j'en fais plus parce que c'est mon dernier jour de vente de mes formations aujourd'hui. Ok. Mais je vais faire autre chose. Mais voilà, c'est un peu mon parcours et c'est pour ça que les gens ont pu peut-être me voir sur les réseaux. Te croiser sur les réseaux. J'ai pas non plus des millions d'abonnés. Bien sûr. Mais en tout cas, tous ceux qui s'intéressent au métier de marchand de biens, en tout cas, moi je sais que j'en ai parlé à 2-3 personnes, on a dit j'ai déjà vu. Et donc ton visage, il a déjà été vu. Et puis effectivement, t'es aussi sur le côté infopreneur, du coup, finalement. Tu vas nous en parler. J'en profite avant de démarrer le podcast pour dire à notre audience de s'abonner, de liker. Si vous voulez avoir des profils comme Lionel qui viennent derrière ce micro, supportez la chaîne. Et c'est comme ça qu'on arrive à continuer à faire du contenu. Et du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Lionel. Alors, est-ce que tu peux nous dire donc, où tu as grandi, dans quel type de fratrie, t'étais qui à l'école ? Est-ce que tu étais un élève plutôt studieux, qui se destiné à faire de l'IMO ou pas ? Tu avais quoi comme projet ? Un peu d'où tu viens ? Voilà, on t'écoute. Alors moi, j'ai grandi dans le 95, dans une petite maison, parce que je le dis souvent, c'est peut-être le fait que j'ai pas... On a grandi un petit peu en cité, mais j'étais vraiment tout petit, je me rappelle, je n'ai même pas de souvenirs. Et ma mère a acheté assez rapidement une maison, donc j'ai grandi dans une maison qu'elle a achetée dans le 95. On était 3 frères et sœurs, j'ai une grande sœur et un petit frère. Okay. Et ma mère, quand elle a eu sa maison, elle a fait venir toutes ses petites sœurs de la Martinique. Donc, je connais ça. Donc on était beaucoup dans la maison, mais c'était bien en fait. Et je pense que ça a été une bonne école de la vie. Okay. Et que j'ai eu de la chance en fait. Même si on était beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'argent, tout ça. Mais c'était pas la misère non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu les écoutes, ils te disent j'ai grandi sans héritage du tout. Bon, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, mais c'est là que j'ai appris que l'argent faisait pas le bonheur, parce que j'ai eu plus d'argent après et j'étais pas plus heureux qu'à cette époque-là. Donc, D'accord, ok. Et du coup,
t'étais plutôt scolaire, pas scolaire? Non, c'est quoi ton parcours? J'étais pas un bon élève, mais j'avais des bonnes notes des fois. Ok. Et, Des fois. Non, mais j'ai plusieurs fois, j'avais pris des paris. Je me rappelle quand j'étais au collège, je disais à ce contrôle-là, j'aurais la meilleure note de la classe. Ok. Et tous les intellos de la classe, ils les écoutaient même pas. Et j'avais la meilleure note. Et je me rappelle un contrôle de maths, la prof avait dit oui, j'ai compté au moins 3-4 fois. Il a vraiment la meilleure note de la classe. Donc je pouvais avoir des bonnes notes si je voulais. Mais je n'étais pas très intéressé par l'école. Je pense que ça a été une erreur dans ma vie. Parce que je pense que... je dis pas que j'aurais été un ingénieur à la NASA, hein, mais j'aurais pu mieux faire que ce que j'ai fait. De toute façon, maintenant, je ne pouvais pas faire pire, parce que j'ai quitté l'école sans diplôme. Et un de plus. C'est marrant que tu nous dises ça, parce que, mine de rien, dans beaucoup des entrepreneurs qu'on a reçus, il y en a beaucoup qui ont quitté l'école. Donc, comme quoi, hein, la réussite, c'est pas obligatoirement réussir à l'école, du coup. Je pense que l'école, ça aide, mais... En fait, je sais pas si je peux dire ça sur le podcast. Mais si, tu vas, vas-y. C'est que moi, je travaille avec des gens qui ont des très hauts niveaux scolaires, et je remarque que le haut niveau scolaire, c'est bon pour travailler pour quelqu'un. Non pas dans le sens que quelqu'un qui a un gros diplôme ne peut pas être un entrepreneur, pas du tout, ils peuvent. Mais quelqu'un qui a un haut niveau scolaire, il a été formaté. Donc quand il pense une solution par rapport à une problématique, il part toujours dans le même sens, dans le sens dont on l'a formaté. Et quelqu'un qui n'a pas de niveau scolaire, eh ben, il part un peu dans tous les sens, parce qu'il ne sait pas comment partir. Et des fois, ça peut être une bonne solution, mais des fois, le fait de ne pas avoir été formaté fait qu'il ne trouvera jamais la solution. Donc, il y a du bon et du mauvais, mais pour être très honnête, si j'avais des enfants, je préférais qu'ils fassent des études qu'un long parcours comme le mien. Ok, d'accord. Et du coup, dans ta fratrie, tu étais plutôt celui qui était un peu entreprenant, leader. On a beaucoup d'écart entre les frères et sœurs, donc on n'a pas un rapport... on est très proches, mais on a un rapport très, très hiérarchisé. Ma sœur, comme elle est beaucoup plus vieille que moi, c'est pas ma copine, je ne me confie pas à ma sœur. Elle a une vraie autorité sur moi et moi sur mon frère. On n'a pas 2 ans d'écart, donc du coup, même si on est très proches, on est vraiment une famille très proche. Il y a du respect. Je dirais pas à quelqu'un qu'il est con devant ma sœur. Carrément. Non, moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vulgarité. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a ce respect qui fait qu'on est... on garde cette relation, j'allais dire, saine. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... nous, il n'y a pas de... Je sais qu'il y a des gens... Il n'y a pas de mélange. Ils arrivent à s'insulter entre frères. Comme on dit chez nous, manger cochon, tout ça. Non. Il y a une hiérarchie très, très établie. Il n'y a pas ces bails-là. Et elle est... Moi, je trouve ça sain. Après, je ne dis pas que les gens doivent faire comme nous. Hein. Mais moi, je suis de la même culture que la tienne. Tu vois, on va pas se mentir. Moi, je trouve ça sain aussi. Donc, ma grande sœur, c'est pas ma copine. Et moi, je suis pas le copain de mon petit frère, mais ça nous empêche pas d'être proches. Quand j'ai besoin de conseils, je demande à ma sœur, je l'appelle et tout. Mon frère aussi. Et non, on a cette proximité, mais on est très hiérarchisé quand même. Totalement. Et du coup, les cours, tu termines donc avant le bac, c'est ça ou Ouais, je sais même pas ce que j'ai fait. Attends, j'ai pas été au brevet des collèges. Ok. Parce que... Et t'as fait quoi du coup après? J'étais au lycée. T'étais au lycée? J'ai été au lycée, j'avais fait un BEP compta. Je sais pas si je l'ai validé en fait parce que j'avais triché. Donc je sais pas si officiellement je l'ai eu ou pas. Ok. Mais j'avais eu un document et tout qui disait que j'avais eu mon brevet compta. D'ailleurs, je m'en suis servi un peu après de ce document, mais je ne pourrais pas dire pourquoi sur le podcast, je ne peux vraiment pas dire pourquoi. Je te le dirai hors antenne. De toute façon, si je le dis, on va me prendre pour un mytho. Carrément. Donc, j'ai eu mon brevet, mon BEP comptabilité gestion à l'époque. Okay. Et puis après... T'as fait quoi du coup après? J'ai commencé le bac pro, mais je dis, c'est bon, on va arrêter ça. C'est bon, c'est du n'importe quoi. Et donc du coup, plutôt fond de la classe turbulent ou même pas? Ça dépendait des époques, ça dépendait. Parce que je sais qu'on était une génération où on avait quand même conscience qu'il fallait faire un minimum, entre guillemets, à l'école pour avancer, mais ça ne nous empêchait pas d'être... J'étais pas irrespectueux avec les professeurs, tu vois, je parlais pas mal aux professeurs, j'ai jamais eu de problème vraiment, machin, mais j'étais pas forcément intéressé par ce qu'ils disaient, mais ça veut pas dire que c'était pas intéressant. Hein. Je pense que le système n'était pas vraiment comme il aurait fallu qu'il soit pour moi,
Mais je comprends que le système soit comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent oui, le système n'est pas fait pour tous les enfants. Un système, c'est fait pour la majorité des personnes. Bien sûr. Et il faut que tu rentres dedans, il faut que tu arrives à rentrer dedans et à te sentir à l'aise dedans. Moi, je pense que j'ai pas compris, parce que j'étais trop jeune et trop immature pour comprendre les bienfaits du système scolaire comme il est. C'est dommage, mais du coup, ça est-ce m'emmenait vers que autre ça chose. t'a permis de te dire, à un moment, je sais ce que je voudrais faire et quelle voie je vais prendre? Non. Non, moi... Donc le système, il a été un peu défaillant, là, pour le coup. Non, le système, il n'est pas défaillant, mais le système, il n'est pas fait pour moi. Ok. Je suis pas, on n'a pas fait un système scolaire en France pour Lionel. L'éducation nationale ne travaillait pas pour ma mère. Donc il y a eu un système qui était comme il était, et bon, avec ses méfaits et ses bienfaits. Mais après, moi, je ne voyais pas, en fait, le rapport entre ce système-là et ce que je voulais faire plus tard. Et d'ailleurs, je ne savais même pas vraiment ce que je voulais faire plus tard. Donc, quand tu ne sais pas vraiment où tu vas, tu te perds facilement, quoi. Ok, bah vas-y, on y va. Du coup, tu fais quoi après? Après, j'ai un oncle aux États-Unis Ok. qui m'a dit de venir chez lui. Donc, j'ai été vivre chez lui pendant 2-3 ans. Lourd. Où ça? À New York. À New York, ok. Et là, j'arrive à New York. Et je crois que la vie, ça va être comme dans les films, tu vois. Et je me dis, ouais, à New York, je vais faire ceci, je vais faire cela. En fait, c'est pas du tout comme ça. Ça a été une première très bonne expérience pour moi, parce que j'ai compris que, en fait, New York t'attend pas, en fait. Et là, tu comprends que l'univers dans lequel tu vis, où tu es important, parce que tu es important pour ta mère, pour tes amis, dans ton secteur, là, tu pars dans une ville où personne ne te connaît, tout le monde s'en fout de ta vie, en fait. T'es là, t'es pas là, c'est pareil. Et là, j'ai beaucoup appris sur plein de choses. Et comme j'avais un oncle aux États-Unis qui avait fait quelques investissements immobiliers, c'est là que je découvre l'investissement immobilier. Et alors, tu y vas à quel âge à New York? Je dois avoir 21, 22, un truc comme ça. Ok. C'est à peu près les années... C'est vers là que je suis arrivé. Et entre l'école et New York, petit boulot... Chaussures de sécurité, bleu de travail, Adéco, tout ça j'ai connu. Ok. C'est vrai que j'ai dit aux gens, vous n'allez pas m'apprendre c'est quoi de mettre des chaussures de sécurité, un bleu de travail. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent oui, moi, j'ai un petit salaire. Je ne sais pas moi que vous allez apprendre c'est quoi un petit salaire. Ouais, t'as reçu des fiches de paye de Randstad ou d'Adéco Randstad, avec 3 chiffres dessus. Oui. Voilà, ok. Tout ça, je connais. Et donc quand tu fais ce choix d'aller aux États-Unis, tu y vas avec un projet ou non, juste l'aventure? Tu dis, écoute, j'en ai marre des petits boulots. Non, j'y vais. Il n'y a aucun projet. Il n'y a aucun projet. Il n'y a pas de projet. Il y a une possibilité, on y va. Ok. Tu commences à découvrir l'immobilier. Tu le découvres comment? Vas-y, explique-nous. Déjà, au début, je vais dans ce qu'on appelle un ESL programme. Ok. C'est pour apprendre à parler anglais. D'accord. Et là, par contre, j'étais très fort. Ok. Parce que j'ai compris que si je voulais faire quelque chose, il fallait que je puisse parler et comprendre les gens. Et là, je faisais bien mes devoirs et tout. Quand ça nous intéresse, on fait bien. Ouais. Et puis, ça, c'était intéressant. Parce que j'étais dans une classe avec des gens du monde entier. Ok. C'était à LaGuardia Community College, pour ceux qui se demandent, dans le Queens. Mm-hmm. Et là, j'apprends énormément de choses avec des gens du monde entier. Là, je suis au même niveau que des gens qui ont des bac plus 4 ou bac plus 3 ou pareil, tu vois, on est tous pareils parce qu'on a tous besoin d'apprendre d'un super niveau d'anglais. Ouais. Et là, ça a été une première bonne expérience pour moi. Et puis après, quand tu vas aux États-Unis pour devenir agent immobilier, il y a 2 tests à passer. Il y a le test de la ville et le test de l'État dans lequel tu vas travailler. Okay. Ça s'appelle une licence de la ville, une licence de l'État. Je les passe sur la 6e avenue à Manhattan. Je fais des cours et après on passe les tests. C'est des QCM les tests, hein, c'est pas des tests de fou. Donc déjà, quand tu commences à arriver là-bas, tu te dis que l'immobilier, ça va être la voie parce que ton oncle est dedans. Mon oncle n'est pas dedans, mais il a des biens immobiliers. Ok. Et comme il a des biens immobiliers, il a des rentes. C'est pas des rentes, c'est pas l'homme le plus riche de New York, hein, je suis pas en train de dire ça, mais il a des rentes et je vois que mon oncle, qui est un immigré des Antilles aux États-Unis, financièrement, il s'en tire beaucoup mieux que ma mère, tu vois. Ok. Je me dis, mais attends, parce que lui, il a des investissements et ma mère en a pas. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que voilà, donc il a fait d'autres choix. Non, parce que ma tante, qui est paix à son âme, est morte, c'était une femme très brillante. Mon oncle a eu beaucoup de chance. Okay. Et je pense que... comment dire ça? Beaucoup d'hommes qui réussissent. Moi, même dans mes amis proches, j'ai des amis proches qui n'ont pas beaucoup d'argent, j'en ai qui en ont un peu plus, même beaucoup plus. Tous ceux qui ont beaucoup d'argent
ils ont une femme extraordinaire. C'est bien de le dire. Oui, mais tous ceux qui n'ont pas d'argent, c'est aussi à cause d'une femme. Je suis d'accord aussi. C'est pour ça que c'est vraiment un amplificateur. Ah ouais, totalement. La personne mais c'est pareil pour les femmes. Hein. Ouais, je pense que la personne que tu choisis dans ta vie, c'est ça qui va te mener vers ta perte ou ta réussite. On se rend même pas compte de l'importance du poids dans ces décisions, dans nos décisions qu'on va prendre, alors que souvent on se dit on va la choisir pour des critères proches de la femme idéale qu'on voudrait avoir, alors qu'il faut peut-être réfléchir un peu ce que tu dis à se projeter, quoi. Oui, mais après c'est une question de maturité. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai des potes. Je vais pas attendre. Ils vont peut-être pas voir, moi c'est pas grave. Ils ont des femmes pas très belles. Ouais. Surpoids, tout ça et tout. Mais ces mecs-là, tu les vois, la manière dont il est heureux, tu te dis, il avait raison quand même. Il avait raison. Parce que comment il est apaisé avec sa femme, c'est important. Comment sa femme lui a permis de faire ceci, cela et tout. Tu dis non, il avait raison, au final. Non, il a totalement raison. Tu te rends compte que non. Parce que l'autre, là, il est avec un truc un peu plus... Un avion de chasse, mais qui l'empêche. Il commence à boire, à pleurer, cela, et tu te dis non. Après, ça dépend ce que tu cherches aussi. Hein. Bien sûr. Mais je pense que... Après, moi, je parle en tant qu'homme. Les femmes n'ont qu'à transposer ça en tant que femme. C'est pas une attaque du tout contre les femmes. Mais je pense que la personne qu'on choisit est... un élément tellement extraordinaire dans la réussite, parce qu'on parle de réussite, je pense que c'est vraiment, peut-être pas le moteur, mais l'accélérateur de la réussite. Ok, et du coup, donc ton oncle, il a pu s'appuyer sur sa femme pour pouvoir développer, entre guillemets, son patrimoine. Et toi, en voyant son patrimoine, ça t'a inspiré. Et tu te dis, ok, je vais aller dans cette voie-là. Aux États-Unis, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes ou pas, il y a l'agent immobilier, il a deux fonctions. Soit il est acheteur, soit il est vendeur. Alors, tu peux, mais c'est très rare. Okay. En général, il y a l'agent qui représente l'acheteur et l'agent qui représente le vendeur. Et moi, je trouve ça plus sain, puisque l'agent qui représente l'acheteur défend les intérêts de l'acheteur et l'agent qui représente le vendeur représente les intérêts du vendeur. Mais de plus en plus, comme ils sont de plus en plus voraces, ils commencent à faire pour les deux, comme en France. Comme en France. Du coup, des fois, conflit d'intérêts... Ouais, d'intérêt. Ouais, oui et non. Après, l'acheteur peut dire non, le vendeur non, aussi. C'est comme un notaire. Tu peux prendre un notaire pour les deux. Mais après, le notaire, lui, il a une législation qui l'empêche de trop avantager l'un par rapport à l'autre. Donc, l'agent immobilier aussi. Mais bon, des fois, les agents, il y en a des bons et des mauvais. Mais je pense que ça crée un petit conflit d'intérêts. Mais tu peux être un bon agent et défendre les deux intérêts. Ok, on continue sur ton parcours. Du coup, tu commences à rentrer dans ces cours-là. C'est quoi la suite? Comment ça se passe? C'est quoi les étapes? Alors, je commence à rentrer dans ces cours-là et après, j'apprends et tout. C'est intéressant. Après, tu passes un test. C'est un QCM, le test. Hein, parce que les gens pensent que... Parce qu'on a un livre épais comme ça à apprendre, mais après... Ouais. C'est un QCM et puis le prof nous explique bien sur quoi on peut tomber, sur quoi on peut pas tomber, mais bon. D'accord. Donc je réussis mon QCM, très bien, les deux. Et après, je vais chercher du boulot. Et j'ai travaillé pour un broker, je sais pas s'il existe encore, ça s'appelait NYLS, New York Living Solution à l'époque. Et je travaillais à John Street. John Street, c'est à côté de Wall Street. Ok. C'était une fierté, tu peux pas imaginer pour moi. C'était vraiment... Le petit gars du 95 qui se retrouve... Ah non, j'étais vraiment... Quand j'allais là-bas, j'étais quelqu'un. Bon, que dans ma tête. Hein. J'avais encore rien vendu à ce moment-là, mais j'étais très fier. Et puis j'ai commencé à faire quelques transactions. Okay. J'ai pas fait des grosses transactions, je vais être très transparent là-dessus. J'ai pas fait de grosses transactions à New York. Mais j'en ai fait quelques-unes. Et puis après, pour plein de raisons, j'ai dû rentrer en France. Mais voilà. Tu rentres en France, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu retournes dans le salariat? En France, alors je galère un petit peu. Et puis, je travaillais dans l'immobilier. Je travaillais pour une autre agence immobilière, une grosse agence, Coldwell Banker. Okay. Je rencontre Monsieur Demeure, qui est un homme qui m'a appris beaucoup dans l'immobilier. Mais après, j'ai un chef qui me saoule. Après, j'arrête. Je vais travailler pour un constructeur de maisons individuelles. Les maisons LOL, du groupe Harvey Maillard.
Eux, ils existent toujours. Coldwell Banker aussi existe toujours. Ils sont rue Lamennais dans le 8e. Et donc, ça se passe bien. Je travaille dans la maison individuelle et j'apprends beaucoup de choses sur l'urbanisme, tout ça, comment construire une maison. Je commence à bien m'étoffer. Et puis... Toujours salarié, là? Là, je suis salarié. Ok. Mais j'ai des petits revenus. Mais j'achète mon premier appartement avec ces petits revenus. J'ai des petits revenus parce que je suis pas un bon vendeur, c'est pour ça. Hein. Et parce que tu peux avoir des gros revenus. Et donc je commence, j'achète mon premier appartement à Saint-Denis justement. Ok. Et là l'aventure commence. Mais en fait parce que là je voulais être rentier à l'époque. D'accord. Et j'ai pas d'assez bons revenus pour pouvoir beaucoup emprunter. Donc, je vais chercher du boulot un peu partout pour avoir des plus gros revenus. Et puis, la RATP recrutait des chauffeurs de bus. Je me suis dit, c'est bien parce que là, je pourrais gagner facilement plus de 2000 €. Ok. Et je pourrais emprunter plus et lancer plus mon projet et tout. Et puis après, je vais là-bas. Donc, tu pars à la RATP, tu quittes l'immobilier. Exactement. Pour pouvoir financer ton projet. Moi, il n'y a que mon projet qui compte. Hein, d'être rentier. Donc, à un moment, tu dis, ok. Là, je veux commencer à rentrer dans le game de mon oncle. Voilà, je voulais être comme lui, avoir des loyers. Parce que mon oncle, il travaillait encore, mais à la douce, tu vois. Tranquille. Voilà, il avait son 4x4, il se balade. Il va chercher. Non, il n'allait pas vraiment chercher ce loyer, mais c'est un peu l'image que je me faisais. Et je me dis. Et mon oncle avait un métier du quotidien, c'était pas un ingénieur ou quoi que ce soit. Il avait pas des gros moyens, en tout cas, financiers. C'est grâce au crédit qu'il a pu acheter tout ça. Et donc, je me dis, je vais me lancer dans ça. Et la RATP recrute. En plus, c'était bien la RATP parce que tu peux emprunter tout de suite. Okay. C'est facile d'emprunter quand tu rentres dans la RATP, la banque, elle se dit... c'est du sûr. C'est du sûr. Donc, je me suis dit, je vais reprendre 2-3 appartements. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, bien évidemment. Okay. Et à un moment, le premier appartement que j'ai acheté, j'ai des problèmes. Okay. Je le revends. Et des problèmes de quoi, du coup? La dame ne payait pas le loyer. Ok. Donc, comme elle ne payait pas le loyer, je le revends. Et puis, je m'en sers un petit peu, je le mets un petit peu en Airbnb. Ok. Donc, là, c'est en quelle année, ça? Ça, c'est... j'avais 27 ans, à peu près. Ok. Donc, je ne sais plus quelle année, mais calcul... ok. Et je fais tout ça. Et après, je me dis... je le loue un petit peu en Airbnb, je fais mes trucs, tout ça. Et après, je vais vivre dedans. Mais je vis dedans pour pouvoir le revendre, que ce soit ma résidence principale. Et là, je vois que je fais une plus-value de 38 000 € à l'époque. Ouais. Et 38 000 € à l'époque, pour moi, c'était beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup. Oui, non, mais maintenant, c'est beaucoup. À l'époque, c'était vraiment beaucoup. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que c'est-à-dire en fait, moi, j'avais un petit cash flow de 150 € sur l'appartement quand j'enlevais mon crédit, tout ça. Et là, je me dis, mais il faudrait combien de mois à 150 € pour que je gagne 38 000 ? J'avais fait le calcul à l'époque. Ok. Et je me dis, mais c'est plus de 10 ans. Hein, pour ceux qui veulent faire le calcul, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais je ne me rappelle plus, mais ça faisait beaucoup. Ça fait beaucoup d'années. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. Et c'est comme ça que je suis tombé marchand de biens. Du coup, tu te dis, ok, j'ai un bien, entre guillemets, c'est une galère, je vais le revendre parce que j'ai besoin de m'en séparer. Et tu te rends compte que du coup, il a pris la valeur. Pour acheter un truc plus intéressant. Ok. Parce que je commence à avoir des affaires un peu plus intéressantes et je me dis, je vais vendre celui-là pour racheter mieux parce que j'avais pas vraiment assez pour avoir énormément de biens. Donc, ce qu'on appelle arbitrer, j'ai vendu pour racheter. Et au moment de l'arbitrage, j'ai vu que voilà. Ok. Et donc, de ça, tu te dis, je vais commencer à le faire. Mais une banque, elle peut pas te suivre après sur tous tes projets. Comment tu fais ? Qu'est-ce qui se passe sur le fait de se dire, ok, je rachète, c'est ta RP. Alors, au début, je sais même pas c'est quoi vraiment un marchand de biens. J'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas trop ce que je fais. Hein. Donc, je vends, je fais une plus-value. Et après, avec cette plus-value-là, la banque, elle me prête puisque j'ai toujours mon CDI et j'ai de l'apport. Et j'ai même du bon apport, là. Donc, je le refais et ça marche encore. Donc, et tu prends des biens qui sont... que tu retapes ou que je retape, ouais, je les retape. Et puis, il y a le notaire qui voit que je fais 2-3 plus-values en peu de temps. Il me dit, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça ? Et je dis, comment ça ? Il me dit, mais en fait, vous avez le droit, parce que vous ne faites rien d'illégal, mais cette activité-là, elle est encadrée et tout. Et moi, je ne savais pas, donc il m'explique et tout. Il prend du temps avec moi. Franchement, il est gentil.
Et après, bon, bah là, c'est là que j'ai commencé à me structurer et tout, mais avant, je savais Vas-y, rentre-nous dans il me dit détails. que c'est une activité de marchand de biens, tout ça, on peut être qualifié, ceci, cela, ce que vous faites, c'est bien, ça peut rapporter, mais voilà. Et en plus, je pouvais pas faire plusieurs biens en même temps, parce que j'emprunte à une banque, et je vends, je rachète. J'emprunte à une banque, je vends, je rachète. Et il me dit que justement, en étant professionnel, je pourrais aller voir des banques et faire 5-6 projets en même temps. Donc il m'explique bien comment ça fonctionne. D'accord. Et là, j'ai compris et là, je me structure. Et du coup, à l'époque, il y avait pas mal de contenu sur YouTube. Ah non, moi, c'était avant cette époque-là. Cette époque-là, ok. Moi, j'étais à l'époque où il y avait encore rien sur YouTube. Quand j'avais 27 ans, ça fait presque 15 ans. Donc, ouais, c'est ça. Donc on est du 2010, 2012. Je sais pas exactement, mais en tout cas, c'était il y a 15 ans, c'était 2010. 2010, ouais. Ok. Et donc, tu y vas à l'aveugle. Il y a rien. Non, mais j'essaie de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut apprendre plein de choses sur Internet, sur YouTube et tout. Mais à l'époque, 2009, entre 2008 et 2012, je sais pas s'il y a du... Honnêtement, les gens vont me dire en commentaire, mais je sais pas s'il y avait déjà du contenu marchand de biens. Hein. Ok. Je crois. Non, moi je sais pas du tout. Je crois pas. Je sais pas. Non, j'essaie de comprendre si c'est sur YouTube ou si c'est par une formation. Tu te dis, je vais me former. Qui vendait des formations il y a 15-16 ans? Il y avait personne. Il y avait personne. Okay. Je dis pas, attention, moi je sais qu'il y a des gens qui ont vendu des formations avant moi. J'en ai vu plein. Moi je suis pas un menteur, j'ai vu plein de formations. J'ai appris des choses dans des formations aussi. Ok. Mais il y a 15-16 ans, peut-être qu'il y en a un qui avait une formation, il va dire si, moi je vendais déjà, qu'ils le disent. Mais... Ouais, et donc du coup, là tu rentres dans un métier. Tu le vis comme un job ou tu le vis comme un job, comme un business d'appoint, ou tu le vis vraiment comme ta future carrière, ta future vie? Au départ, je le vis comme un business d'appoint, et plus je continue, et plus je le vois de plus en plus comme une carrière. Mais au départ, c'était pour être rentier, machin. Après, je gagne 38 000 euros. Je sais très bien que c'est bien, mais tu vas pas vivre toute ta vie avec ces 38 000 euros, donc il faut que tu le refasses. Et au fur et à mesure du temps, je suis encore dépendant de mon boulot et je suis dans ça. Okay. Mais je sais qu'il faut que j'arrive à faire grossir ça pour quitter mon boulot, quoi. Dis-nous, c'est quoi en fait à cette époque-là une semaine type un peu, que tu fais quoi? Parce que du coup tu bosses. Vas-y, dis-nous. Alors, une journée type. Je suis à la RATP. S'il y a des gens qui sont à la RATP, ils vont savoir. Il y a ce qu'on appelle les 2 fois. Okay. Les 2 fois, c'est tu vas travailler le matin de 5h à 8h30, 9h. Ok. Et après, la journée, t'es libre. Et tu reprends vers 16h jusqu'à 21h, par exemple. Je donne un exemple. Hein. Et t'as un gros trou au milieu. Et dans ce gros trou au milieu, des fois, tu peux dormir au dépôt. Parce que les dépôts RATP, il y a des salles de sommeil pour les gens qui habitent très loin. Je dors un peu, hop, après je vais faire mes visites si j'en ai prévu et tout. Et voilà, c'est ça ma vie. Donc du coup... Et les week-ends, quand j'ai un appartement, je retape. Les vacances, je les prends pour retaper. T'es une équipe, t'es seul. C'est moi l'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Pour mes premiers appartements, j'ai mes potes qui m'ont beaucoup aidé. Okay. Parce que j'étais en galère pour mon premier appartement et je les remercie toujours encore. Ouais. Et ils m'ont beaucoup aidé, mais j'ai pas une équipe. Au départ, j'ai rien. Au départ, c'est du vrai bricolage, quoi. Ok. Et le métier de marchand de biens, tu dis qu'il est réglementé. Il faut quoi? Il faut passer quelque chose? Non, il faut que tu aies des statuts. C'est surtout des statuts. Tu as une société, que tu payes des impôts. Tu peux pas gagner toutes tes plus-values comme ça, net d'impôts. Non, c'est après... Ouais, parce que... Bon, j'ai pas fait non plus 36 opérations, machin. J'en ai fait peut-être 3. Ouais, mais après, on m'a dit qu'il fallait... Ta première année, t'en as fait 3? Non. Première année, j'en fais 1. Okay. Et d'ailleurs, la première année, je galère tellement à faire la première. Parce que tu sais, entre le moment où j'achète l'appartement et je mets la locataire en place, je mets presque 1 an. Parce qu'en fait, refaire les travaux, c'est... Ouais, ça prend du temps. C'est pas que ça prend du temps, c'est que j'ai pas d'argent pour payer. Pour payer, ouais, tout simplement. Comme j'ai pas d'argent pour payer, je prends du temps. Ça prend du temps. Et voilà, après, bon, je mets la locataire assez rapidement, ça se passe mal et tout. Je la vire, je récupère l'argent. Mais il y a toute cette perte de temps sur les travaux. Donc la première année, non, je fais pas 3 opérations la première année. La deuxième année, j'en fais 2 et après, je dois me professionnaliser. Et voilà, c'est comme ça que ça va. Mais on est dans une période, on est après la crise de 2008. Après la crise, ça c'est sûr, parce que la crise de 2008, Lehman Brothers, j'étais aux États-Unis, ça je me rappelle bien. Et les taux, parce que moi j'ai acheté à l'époque... 4,90. Ah, c'est ce que j'allais dire, ils étaient hauts. Je me rappelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se prennent la tête sur les taux.
en disant on peut rien faire. Oui, mais moi, ma mère, elle a acheté sa maison avec des taux de 15%. Pareil, mes parents me disaient ça. Ils me disaient à l'époque, c'était des 13%, Oui, des 12%. Il y a des gens, regarde, soit ça sera les taux sont trop chers, soit ça sera le bien qui sera trop cher, soit ça va bientôt chuter. Il y a des gens qui ont toujours une raison pour ne pas faire. Ok. Mais je parle pas trop aux gens comme ça. Ok. Ma question, c'est, toi, tu te retrouves dans cette situation en disant, ok, je vais lancer mon activité. Au fur et à mesure, tu te retrouves du coup sur des chantiers le week-end, à chercher des biens À Leroy Merlin. À Leroy Merlin là, le week-end, entre des pauses, pareil, faire des visites. Ouais, avec une voiture que je cherche des fois avec des sacs de ciment. Alors, quand tu fais tout ça, c'est quoi ton goal? Tu vois, parce que là, c'est ça qui est intéressant. Mon goal, c'est de pouvoir le faire sans devoir aller le 5h du matin à la RATP, c'est d'enlever cette partie-là. D'arrêter ça. C'est ça ton objectif. C'est d'arrêter ça. T'arrêtes à peu près quand? Je me fais virer déjà. Ok. Et puis après, une fois que je me fais virer... Tu dis, vas-y, je continue à fond. Bah, de toute façon, j'ai plus le choix. Tu aurais pu reprendre un autre taf. Non. T'as les taf planques, il y en a plein de taf planques, moi je t'en trouve d'autres. Non, mais j'étais... Tu es gardien de gymnase, si tu veux. Non, là, je suis à un moment où j'ai pas vraiment fait la bascule comme j'aimerais, honnêtement. Ok. Mais j'ai déjà goûté un petit peu au truc. Ouais. Et tu fais combien? Donc là, t'es quoi? T'es 3-4 ans après ton premier bien que t'as vendu? À peu près. Ouais, peut-être 4 ans. Tu fais combien tu te vends combien de biens? Tu peux nous dire un peu? 4 ans après, je dois faire peut-être 2 biens par an. J'en fais pas beaucoup. Okay. Mais je rencontre mon associé. Avec 2 biens par an, tu te dis, tu peux... Ouais, mais c'est que... je dis une bêtise, tu fais 2 biens à 20 000, donc tu gagnes 40 000. Okay. C'est bien, mais après, quand tu vois tout ce que tu as à payer, parce que tu as des impôts, c'est pas des biens nets d'impôts et tout, donc ça t'apporte de l'argent, mais tu as besoin du boulot en sécurité quand même, pour t'apporter un flux tous les mois, parce que les 40 000 que tu gagnes dans l'année, tu les gagnes pas à 3 600 par mois. Tu gagnes, un moment tu touches, après tu restes plusieurs mois sans toucher, tu sais pas quand tu vas retoucher, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je suis obligé de garder le boulot à côté en même temps. Ok, top. Et quand tu lances du coup quand tu te lances, quand tu passes à plein temps, tu es à peu près à combien de biens? Tu dois être à combien de biens à peu près pour être à plein temps? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description. Retour à la vidéo. Est-ce que c'est une question de bien ou ouais, non, c'est même pas ça. C'est parce que tu peux faire un bien qui te rapporte 300 000, tu peux faire 10 biens qui te rapportent 20 000. C'est pas le nombre de biens. Là, quand je suis vers 2-3 biens, mais j'ai pas encore assez d'argent par rapport à ce que j'aimerais avoir. Mais je me dis, c'est bon, je retourne pas là-bas. Et j'essaie de me professionnaliser au fur et à mesure. Et voilà, donc je fais encore 2-3 trucs, je continue. Et après, je rencontre mon associé qui, lui, a une expérience aussi. Ok. Vas-y, raconte-moi un peu l'association, comment tu décides de rentrer en fait, c'est lui qui a eu l'idée. C'est que je trouve des biens, mais comme je peux pas parce que je peux pas tout acheter, j'ai pas assez d'argent, mais je me débrouille pas mal. Et lui, il me dit, on se rencontre sur des forums, des choses comme ça et autres. Et lui, il cherche une opération. Et moi, je fais un peu d'apport d'affaires. Donc, je lui apporte une affaire que j'ai trouvée à Saint-Denis. En plus, elle était cette maison. Encore à Saint-Denis. Ouais, c'est la ville après Paris, c'est la ville où j'ai fait le plus d'opérations. Je lui trouve une maison et tout, et finalement, il doit la faire avec un associé, mais finalement, il veut plus s'associer avec lui, il veut s'associer avec moi. Donc, moi, le feeling passe bien et on s'associe. Et là, on a continué, et puis voilà. Ok, aujourd'hui, tu es toujours avec lui, toujours associé avec lui? Toujours, je l'ai eu au téléphone il y a quelques heures. Ok, top. Et donc, du coup, vous deux, vous lancez dans le développement de votre... Vous avez quoi aussi?
Quand tu es marchand de biens, c'est quoi? C'est une espèce de... Nous, on a une SAS. Ok. Mais tu peux avoir une SASU si tu es tout seul. Ok. Une SARL si tu as un associé et que vous préférez plutôt les salaires, Les salaires que les dividendes. dividendes, ouais. Et puis une EURL si tu veux la même chose qu'une SARL, mais tu es seul. Ok. Et c'est quoi un peu votre... comment vous choisissez vos biens? Parce que tu m'as parlé de Saint-Denis, de Paris. On calcule, on va au plus rentable. On se prend pas la tête. On Ok. se dit pas, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Non. Il n'y a pas un truc au début, tu t'es dit, pour te sécuriser dans tes premières années, je préfère ce type de bien ou je préfère ce... Non, je préfère ce qui rapporte. J'ai pas le temps de. Je suis pas dans un monde où je peux me sécuriser, tout ça. Ah, tu te disais, il faut que ça rapporte, mais à un moment, il faut que je sorte. t'as dû louper, t'as dû louper certains trucs, t'as dû te Évidemment, planter. Parle-moi de ce truc que t'as loupé, un exemple. D'opération. Ouais, d'opération que t'as loupé. Où j'ai perdu de l'argent ou j'ai pas fait l'opération. T'as perdu de l'argent. Non, t'as perdu de l'argent. Tu l'as acheté, tu t'es rendu compte. Ça, je le dis, j'ai jamais perdu d'argent sur une opération, mais j'ai déjà perdu du temps. Ça, Ok. oui. Ça, j'ai déjà perdu du temps, mais pas d'argent. Ça veut dire quoi pour toi? C'est quoi la différence? Parce que du coup, le temps, c'est l'argent. C'est pire de perdre du temps que de l'argent. Ok, vas-y. Parce que par exemple, l'opération, j'ai fait 1 an pour faire les travaux. Ok. Si j'avais fait 2 opérations à 20 000, dans cette année, j'aurais gagné plus d'argent déjà. Ok. Donc c'est là où j'ai compris la vraie expression, le temps, c'est de l'argent. Parce que j'ai perdu du temps. Mais ouais, donc il y a plein d'opérations. Je sais même pas. Est-ce qu'il y a des opérations genre où tu t'es dit mince, là j'ai fait un gros pari, je suis en train de tuer ma trésor, je suis en train de me mettre en difficulté. Oui. Je fais est-ce que tu peux nous raconter? Quand je prends plusieurs opérations en même temps, forcément je tue ma trésor mais après, quand je vends tout, je récupère. Ouais, si tu arrives à vendre, parce qu'à un moment, si les travaux sont pas terminés correctement, mais tu te rends compte que, je sais pas moi, il y a un problème de canalisation dans la rue. Ça, c'est des trucs de fantasme que les gens disent. Ouais. Que les gens pensent. Si tu arrives à vendre, je prends pas de risque sur les biens, je suis pas fou. Ouais. J'achète beaucoup d'appartements dans Paris. Okay. Donc dans Paris, en général, c'est une ville qui se vend assez bien. Et puis surtout, on a eu l'idée de faire. On n'a pas fait que ça, parce qu'on a fait d'autres opérations, mais de la petite surface dans Paris. Et de la petite surface dans Paris, ça part comme des petits pains. C'est vraiment le bien... parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire du Airbnb avec, il y a des gens qui veulent le louer des étudiants, il y a des gens qui veulent loger leurs enfants. Donc, non, je ne prends pas des risques. Les gens qui prennent des risques, et c'est ça le problème, c'est que les gens confondent un peu tout. Tu vois, les gens qui prennent des corps de ferme, des choses comme ça. Là, tu perds de l'argent, parce que le corps de ferme, il est magnifique, il est beau, ça, c'était vraiment des beaux biens. Mais trouve quelqu'un qui veut vivre à 70 km au bout de son boulot pour aller vivre dans un corps de ferme. Quand les gens ils y vont au début, ils trouvent ça magnifique, mais après, quand ils font leurs calculs, c'est compliqué. Par contre, un studio ou un 2 pièces dans Paris, t'as des milliers de personnes qui veulent vivre dedans. Ouais, mais tu pourrais te dire, c'est le 2 pièces de trop parce que j'ai mis beaucoup de travaux dedans et que finalement... le ratio travaux... faut faire vraiment, et ça c'est une bonne question que tu me poses, il faut vraiment faire les travaux en fonction de la typologie de client. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être marchands de biens parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face. Quand je refais un 2 pièces à Sarcelles, à Saint-Denis ou dans le 8e, je ne mets pas les mêmes prestations. Non pas que je ne veux pas ou quoi, c'est que parce que tout le monde aime le beau. Hein. Celui qui habite à Sarcelles, il aime le beau, celui à Saint-Denis et celui dans le 8e aussi. Le problème, c'est que si je mets un parquet à 140 € à Sarcelles, ça va vite monter le montant de mes travaux. Ouais, bien sûr. Mais le prix, à un moment, dans des villes, il y a un prix psychologique au-dessus duquel on ne veut pas acheter. Et plus tu vas dans une ville où le prix psychologique est haut, plus tu peux mettre des travaux chers. Okay. Mais y a des endroits où, par exemple, si tu es de Saint-Denis, si je te propose un appartement de 50 mètres carrés à 400 000 € à Saint-Denis, très bien refait, ça va te paraître un peu cher. Mais là, on a Levallois. Ouais. Si je te propose un appartement de 50 mètres carrés à 400 000 € à Levallois, c'est les prix. C'est les prix. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir qui achète quoi. Qui achète quoi. Et du coup, en termes entre, j'allais dire... Le parquet en PVC, le parquet dernier cri ou le parquet en pointe de Hongrie. Voilà, tu vas faire des choix, même si esthétiquement, ça peut être les trois peuvent être très sympas. On va être sur. Non, mais par exemple, il y a des endroits où je mets pas de pointe de Hongrie, c'est sûr.
Parce que, non pas, parce que les gens, pour qu'on comprenne bien, les gens le trouvent plus beau, le point de Hongrie. Tout le monde le trouve beau. Mais le prix qui va me coûter, je vais peut-être pas pouvoir le rentabiliser. Ok. Donc, je vais pas le mettre partout. Ok. Toi, maintenant, quand tu lances, là, raconte-nous un petit peu. Donc, ça, c'est ta première activité. Ça tourne plutôt bien. Ça va, ouais. Ouais. Ça allait bien. Ouais. C'était pas comme je voulais, mais ça allait bien. J'ai rencontré mon associé où ça a été mieux. Et puis après, ça a été que du bonheur. Que du bonheur. Les périodes où ça bouge beaucoup, c'est le Covid. Après Non, parce qu'après le Covid, il y a des... Mais on a fait un bon pari après le Covid avec mon associé. On n'a pas voulu commencer à aller faire des maisons à 35 km de Nantes et tout. Parce que c'est ce que tout le monde a fait. Ouais, mais moi, je voyais qu'ils fabriquaient des bureaux. Et je me dis, s'ils font des bureaux à Paris, c'est que c'est une sorte de télétravail. Bon, ça existe le télétravail. Ouais, bien sûr, ça n'existait pas. Bien sûr. Mais... les gens vont revenir. Je savais pas s'ils allaient revenir, mais je me suis dit... j'aime bien faire comme ceux qui ont plus d'argent que moi. Moi, je copie beaucoup ceux qui ont plus d'argent que moi. C'est pour ça que, par exemple, je disais... tu vois, quand il y a un programme immobilier avec BNP Paribas, tous les nouveaux constructeurs, Eiffage, tous ces trucs de construction bouillie immobilier, quand ils font un immeuble, les appartements, ils les vendent. Ils les louent pas. Pourquoi ? Parce que ça rapporte plus. Et si ça rapportait plus de les louer, ils loueraient. Et ben moi, je fais comme eux, parce que je sais que Bouygues, il a plus d'oseille que moi. Je fais pas comme ceux qui me donnent des conseils qui ont moins d'oseille que moi. Ouais, c'est intéressant ce que tu veux dire. Ce que tu dis, c'est qu'à un moment, on nous parle que de la location meublée, la location comme ci, comme ça, comme ça. Il y a des gens qui me posent des questions sur ça. Tu vois, en fait, toi, ce que tu dis, c'est qu'à un moment, les gens qui sont dans l'immobilier, c'est en général les promoteurs, c'est Bouygues comme tu as cité, c'est les grosses structures. Et si ça marchait la location, je dis pas que ça marche pas, mais je dis que si eux ils vendent, c'est que c'est la vente qui leur apporte. Et toi, tu en penses quoi de l'immobilier neuf ? J'aime pas. T'aimes pas ? Pourquoi ? Je trouve ça a pas de charme. Je trouve que c'est standardisé. Je trouve que c'est dur à valoriser. Franchement, j'aurais du mal à vivre. Mais à revendre. En fait, j'aurais pas du mal à vivre dedans. Je pourrais, mais à investir de l'argent pour y vivre, je me vois pas. Ce serait pas ton truc. Moi, j'aime les hauts plafonds, j'aime les moulures, j'aime le parquet point de Hongrie. J'habite dans un appartement haussmannien, donc. T'aimes ce côté original et j'allais dire même. C'est même pas original, c'est plutôt classique en vérité. Oui, très classique. Très mais classique. Après, je pense que ça vient de l'éducation et tout. Moi, j'aime les choses très classiques. Les histoires de loft, là, ils mettent des canapés dans des usines, c'est pas pour moi ça. C'est plutôt, on reste sur des valeurs sûres et on va pas faire de l'immobilier, j'allais dire fantaisie. Mais moi, il n'y a pas de même ma manière de m'habiller, de vivre et tout. Tout est très classique. Très, très classique. Tu as une autre activité à côté, c'est pour ça aussi qu'on te connaît, tu proposes de la formation, comment tu y arrives, comment tu lances ce business-là, pourquoi tu le lances, qu'est-ce qui se passe ? Vas-y. Eh ben, la formation, je commence pendant le Covid. Ok. Je sais pas si tu connais Philippe Simo d'Investir au Pays. Ouais, ok. Et j'appelle Philippe. Je lui dis, parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est Investir au Pays, c'est une chaîne, il a plus d'1 million d'abonnés. Et un jour, j'appelle Philippe pendant le Covid, parce que j'ai écrit ma formation pendant le Covid. D'accord. Et j'étais bête, tu vois, là, tu vois, un raté dans ma vie, ça a été ça. Ok, vas-y, je t'écoute. C'est que j'ai écrit ma formation pendant le Covid. Et j'aurais dû avoir fini ma formation pendant le Covid la commercialiser pendant le Covid. Là, j'aurais gagné plus d'argent. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Donc, j'écris ma formation pendant le Covid. Et à un moment, personne me connaît à ce moment-là. Ouais, ok. T'as pas encore de visibilité sur les réseaux. J'ai même pas les réseaux. Parce que moi, les réseaux, comme je dis aux gens, j'ai fait les réseaux pour gagner de l'argent, sinon j'aurais pas de réseau. Et j'ai pas de réseau. J'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Insta, j'ai rien. Punaise, ça a changé. Personne me connaît. Ok. J'ai une formation, mais je peux pas la vendre. Je vais pas dire aux gens, achetez ma formation. Ils vont me dire, t'es qui ? Voilà, t'es qui ? Et là, je me dis, faut que je vois un mec connu. J'appelle Philippe et je lui dis, oui, les trucs que tu fais pour les Africains, là, c'est bien et tout. Mais non, il y a mieux. Tu fais rien sur l'achat-revente et tout. Il y a personne qui fait de l'achat-revente. Et à l'époque, même dans les autres sphères, il n'y avait pas d'achat-revente. Hein. Comme
J'avais dit une fois à mon associé, j'ai dit, mais si on n'était pas venu avec des achats... Tous les mecs maintenant qui font des achats-reventes, là, je me dis, mais... Non, c'est vulgaire, je vais pas le dire. Dis. Non, parce que... Je te le dirai en off parce que ma famille, tu vois, peut regarder le truc. T'as raison, comme on l'a dit. On reste respectueux. Mais donc là, à ce moment, il n'y a personne qui fait de l'achat-revente, donc j'appelle Philippe et je lui explique en quoi ça consiste. Il comprend très vite, t'inquiète. Et on en parle et tout, et Philippe il me dit ah c'est intéressant et tout, ouais, est-ce que t'as un truc? Et je lui envoie 2-3 modules, il me dit ah ça c'est bon et tout. Et on match assez vite avec Philippe. D'ailleurs je le remercie parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu me lancer. Okay. Donc je remercie Philippe. Et je lance ce truc là avec lui. Et il les vend parce que lui il est connu, donc il met les trucs en place. Et moi je sais pas comment ça se passe, les serveurs, les ceci, les cela, il met un compte Stripe, tout ça et tout. Nickel. Je suis là, moi je regarde. Ouais, tout ce qui est genre le tunnel, tout ça. Je sais pas ce que c'est moi à ce moment-là. Ouais. Il met tout ça en place avec ses équipes. Et je me rappelle, c'était je sais pas, vers septembre, octobre ou quelque chose comme ça. C'était une période comme ça, pendant le Covid. Et là, je vois, j'ai dit, on vend des formations. J'ai dit, ah, c'est cool. J'ai dit mon associé s'appelle Majid. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que ça décolle? Je sais pas. Je sais pas. Parce que tu faisais partie des premiers qui proposent ce type de contenu aussi. Exactement. Donc, je vois avec Philippe et tout, je dis, mais ça décolle pas, on fait pas 600 000 euros de formation. Hein. Mais je vois qu'il y a des ventes. Je me dis, mais... Je regarde à mon associé, je dis, mais c'est quand même cool et tout. Et donc, ça commence comme ça. Et j'avais dit à Philippe, prends l'exclusivité. Il m'a dit, non, c'est bon et tout, t'inquiète. Après, j'ai dit, bon, il n'avait pas d'exclusivité. J'ai commencé à commercialiser. Non. Et j'ai aussi un autre mec que je dois remercier, c'est Mehdi Chirac. Parce que Mehdi Chirac, mon associé et tout, parlait bien avec lui. Et il est venu faire une vidéo sur une maison que j'avais à Antony. D'ailleurs, j'ai tourné une partie de ma formation avec Philippe dans cette maison. Et Mehdi Chirac est venu faire une vidéo sur une maison que j'avais à Antony dans le 92, sur laquelle j'ai fait une plus-value de 150 000. D'accord. Et Mehdi fait la vidéo. Et les gens disent, waouh, le mec, 150 000 euros. Parce que moi, je suis déjà marchand de biens à ce moment-là. Donc, je sais ce que c'est qu'une plus-value de 150 000. Mais je vois que le public, il comprend pas. C'est impressionnant pour lui. Et Mehdi, on ne travaille pas ensemble sur la vente de formation, mais il nous met en lumière. Il nous met en lumière, et puis après, nous, on lance notre projet avec mon associé. On se dit, on apprend sur le tas les funnels, et ceci, cela. On prend un autre mec qui s'appelle Nasser qui nous aide beaucoup, qui nous met tout en place. Nasser, c'est un peu notre troisième associé maintenant. C'est l'ingénieur derrière. C'est le mec derrière. Personne ne l'a jamais vu, mais il est là. Je lui passe le bonjour aussi. Et puis ça part comme ça, et puis voilà, et puis 4 ans après. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, je sais pas si tu as vu ma story aujourd'hui, j'ai dit dernier jour, après je ne reviendrai plus. Pourquoi ? Ça me saoule. Ok. Mais c'était sympa quand même. C'était génial. J'ai formé des gens vraiment, des gens géniaux. Alors vas-y, explique-nous un peu comment ça se passe. Donc, tu crées ton contenu, tu le mets en ligne. Et après, derrière, c'est quoi ? C'est du suivi individualisé, c'est des conférences. Alors, c'est comment je mets mon contenu en ligne, tu payes la formation, tu as accès à tout le contenu. Et à l'époque, parce que maintenant c'est plus comme ça, mais à l'époque j'avais un accompagnement pour tout le monde, c'était tous les mardis. On avait un live de 21h à 23h. Ah ouais. Où tu posais toutes tes questions et nous, on te répondait. Et ce qui a fait le succès des lives, je pense, c'est que il n'y a pas de questions enregistrées, il n'y a pas de ceci, cela. C'était vraiment de l'impro, les gens ils nous posent des questions, tu fais sans filtre. Allez hop. Sans filtre. T'envoies tout. Une partie enregistrée, une partie, on appelait ça la partie dark. C'est-à-dire que là, on donnait des conseils que tu veux normal. Qu'on ne peut pas dire. Et là, les astuces. Pas des astuces, mais... Les petites astuces, les petits trucs. Voilà, les petits trucs. Les petits trucs. Pour passer entre les bouts. Bien sûr. C'est pas des trucs dangereux ou bien sûr, illégaux, mais... Pas dans l'illégal, mais bien sûr. Non, c'est même pas illégal, c'est des choses que... Donc le banquier, il n'a pas besoin de savoir, par exemple. Non, même pas. Mais ça, je le dis dans la formation, ça. Mais voilà, plein de petits trucs. Et après, on a fait un premier groupe. Ça a cartonné. On a fait un deuxième, un troisième. Et puis après, j'ai eu des groupes. Et puis après, dans mes groupes, j'ai eu des gens... j'ai eu des marchands de biens dans mes groupes. J'ai eu des étudiants dans mes groupes.
J'ai eu des... Et du coup, là, aujourd'hui, tu as une communauté de personnes qui t'ont suivi, qui eux aussi ont réussi. Tu arrives à bosser peut-être avec certains d'entre eux. Comment ça se passe? Alors moi, j'ai toujours refusé de bosser avec certains d'entre eux. Ok. J'ai refusé 2 choses. Je bosse pas avec les gens que j'ai formés. Ok. Et je fais pas de groupe d'investissement. Ok. Parce que déjà, le groupe d'investissement, je comprends pas ce business model. Mhm. Et moi, je fais pas un investissement que je comprends pas. Ça voudrait dire qu'eux, ils me donnent de l'argent et moi, je me mets à bosser pour eux. Jamais. Ouais. J'ai arrêté de travailler. Jamais je ferai ça. Ok. Et donc, je veux pas. Donc, je continue mes trucs. Et donc, je fais pas de groupe d'investissement. Et le truc que je savais que je faisais pas, c'était... Et non, tu fais pas de deal avec eux, vous faites Non, pas... on s'associe pas. Ça On s'associe pas comme ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas voilà. de... Je Voilà. forme, tu payes pour un contenu, tu as accès au contenu, tu as des questions, je te réponds. Ok, et c'est quoi les retours? Comment tu... Je suis très fier de mes retours. J'ai eu des gens qui ont pris ma formation, qui ont gagné plus de 100 000 euros. Ok, Donc, beau. peut-être pas en une fois, bien sûr, en Ouais. plusieurs années, mais j'ai des Ouais. gens qui sont formés il y a 3-4 ans, qui sont à 300, 400 000 euros de plus-value et et qui continue. qui continuent. Oui, il y en a qui ont quitté leur boulot grâce à ça. Ok, Et pour te dire, au début, j'avais commencé mes prix à 379 euros. ok. Et une fois, j'avais mis une annonce, ils pensaient que je rigolais, mais je rigolais pas. Je dis, vous gagnez trop d'argent, j'augmente mes prix. Et j'ai fini à 2000 euros, parce que plus ils gagnaient, plus j'augmentais. Ouais, bah, à un moment, tu t'es dit, si tu les fais gagner de il faut l'argent. s'ils gagnent. Je dis, ma formation, elle est bonne, ça marche. Il y a Ça des gens marche. qui sont formés ailleurs qui viennent chez moi. Ok, J'avais des gros créateurs de contenu. J'ai eu des filles qui sont connues sur OnlyFans, qui ont pris mes formations. J'ai eu des gens qui sont connus dans le business en France. J'ai eu des gens qui avaient déjà fait de l'argent. ouais, qui avait reconnu ta formation. Ouais. Et- Puis j'avais des groupes avec un mec qui avait vendu une start-up à 4 millions. En même temps, j'avais comment ça s'appelle? Des étudiants. Des étudiants. Ouais. Et j'ai eu des gens qui avaient une fortune personnelle, vraiment Ok. beaucoup d'argent. Je dirais pas leur nom parce que ils sont un peu Bien connus. sûr, c'est la confidentialité. Non, bien c'est sûr. pas la confidentialité, ils sont un peu connus et tout. Et j'avais des groupes où tout ça s'était mélangé. Donc, C'est beau, ouais. le mec qui avait 19 ans, qui se forme avec quelqu'un qui a gagné plus de 5 millions d'euros en vendant sa start-up, t'imagines que lui. Ouais, carrément. Et là, même, c'était des lives, je me rappelle. C'était des lives qui devaient se terminer à 23h. Ok. Mais ils échangeaient tellement, mon associé et moi, on allait se coucher. Des fois, on se réveillait à 2h du matin, ils étaient encore en live. Ah oui, c'était vraiment des trucs de fou. ces gens. Ah ouais, c'est des belles époques, du coup. Bah ça. ouais, parce que c'est des gens... Par exemple, j'avais un mec qui était dans les travaux. Hmm. Et le mec qui était dans les travaux, Bah ouais, bah, Steph là- le carreleur, on l'appelait. Là, Lui, il leur expliquait toutes les astuces, comment les artisans font pour les enfler. Donc, tu vois, il notait. Il tout. notait. C'était bien, c'était vraiment bien. Ok, du coup, limite, toi aussi, t'apprenais avec. J'ai appris énormément de choses des gens que j'ai formés. ok. Énormément de choses. Dans le business, dans la législation, dans la structuration d'une entreprise, dans les travaux. J'ai appris énormément de choses des gens que j'ai formés. Ok. Et donc, du coup, tu décides d'arrêter les formations parce que t'as fait le tour. Ça t'a rapporté beaucoup. Est-ce que ça a même dépassé un moment le marchand Alors, de biens? moi, je suis très transparent là-dessus. Ouais. Ça m'a rapporté de l'argent, oui. Ouais. Beaucoup, pas assez. J'aurais préféré gagner plus, parce Ok. qu'il y a des gens qui ont vendu beaucoup plus que moi. Ouais. J'aurais aimé que ça dépasse mon truc. Moi, c'était mon objectif. Ok. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on gagne plus avec les formations et tout. Non, mais j'aurais aimé, hein, parce que au cas où ils se disent, non, mais je vous promets que si T'aurais ça avait aimé. rapporté plus, j'aurais pas dit non. mais ça a rapporté, oui. J'ai pas fait le compte, parce que bon, j'ai pas fait le compte. Ok. J'arrête aujourd'hui, donc je peux pas faire le compte. Mais oui, ça rapporte de l'argent. Après, il faut... déjà, il faut faire une formation. Ok. Et faire une formation, c'est dur. La vendre, c'est très dur. Et faire en sorte que les gens gagnent de l'argent avec, c'est très très dur. Bien sûr. Et dernière chose sur ça, c'est que tous les gens qui me disent on gagne plus d'argent avec des formations... Franchement, je vais regarder la caméra pour le dire. Bah, faites des formations. Alors, si c'est facile, allez-y. Moi, je vous regarde. C'est pas si facile que ça. Et alors, une question par rapport et cette partie-là, on terminait dessus, mais donc tu le fais avec ton associé, tu as un staff, vous avez du monde derrière, vous avez commencé à vous staffer, c'est comment vous êtes toujours tous les deux? Il n'y a pas de staff. Il y a pas de staff. Il y a lui, il y a moi, il y a Nasser. C'est tout. Voilà, on est ensemble, on y va. Et après, j'ai pris des closers Ok. qui ont bien Ils sont closé. indépendants et qu'ils appellent. Non, mais c'est une boîte de closers et tout, ça, c'est Ok. qui ont fait les closings et tout.
mais je prends pas de staff. Tu sais, parce qu'il y en a qui ont des coachs et tout. C'est moi le coach. Parce que je veux pas que le coach il dise un truc que moi j'ai pas dit. Et non, on a fait notre truc nous-mêmes. Mais par contre, par rapport à la vente, parce que tu me dis, on va finir avec ça, c'est que faut comprendre une chose, c'est que tout rapporte de l'argent. Peu importe ce que tu fais, ça rapporte. Si par exemple, tu fais des podcasts, alors je sais pas si ça te rapporte de l'argent, mais... À un moment, j'espère que ça va m'en rapporter. Pas aujourd'hui encore, mais... Tu vois, le meilleur podcasteur du monde, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Bien sûr. C'est le meilleur coiffeur du monde, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Le meilleur architecte, pareil. Donc les formations, les gens disent ça rapporte. C'est pas la formation qui rapporte, c'est le mec qui fait le business qui ça rapporte. C'est comme les restaurants, il y a des restaurants qui fonctionnent, des restaurants qui fonctionnent pas. C'est qui fait le business. Et si tu es bon à faire des formations, tu vas gagner plus que moi. Si tu es meilleur que moi, tu gagneras plus que moi. Ok. Alors, dis-nous un petit peu là, on arrive sur la fin de l'échange. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui part de zéro, comme toi, tu le dirais de se lancer dans quoi et de commencer par quoi? C'est quoi les conseils que tu pourrais lui donner? De se lancer d'avoir 2 critères, un business qu'il aime et qu'il aime et qu'il comprend. Ok. Je vois trop de gens qui se lancent dans des... Et ça, c'est... Après, on va pas refaire le monde, mais les gens... Comment dire ça? On suit des modes? Non, s'ils suivaient des modes. Il y a des gens qui sont vraiment... je crois qu'ils ont des QI à un chiffre, vraiment. C'est pas méchant, mais... Il faut vraiment comprendre que tu peux pas lancer un business parce que ça rapporte à une personne. Tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qui fait le business, c'est ça qui rapporte. Et les gens qui commencent un business en disant ça rapporte, vous êtes vraiment pas fait pour faire du business. C'est pas méchant, j'ai pas de jugement envers vous. Je prétends pas être le plus grand businessman du monde parce que je ne le suis pas. Mais si vous pensez vraiment... C'est pas le bon angle, en tout cas pour commencer. Non, parce que c'est vraiment... je parlais des restaurants. Il y a plein de restaurateurs qui n'y arrivent pas. Bien sûr. Et il y a plein de restaurateurs qui gagnent des millions. Qui cartonnent, bien sûr. Donc on dit quoi? On dit la restauration, ça fonctionne pas ou la restauration, ça fonctionne? On voit bien que c'est la personne qui fait les choses. C'est comme l'immobilier. Il y a des gens qui disent l'immobilier, ça rapporte plus. Mais c'est parce que tu es trop stupide. L'immobilier, ça rapporte à certaines personnes gagnent beaucoup d'argent avec l'immobilier. Et il y a des personnes qui se mettent dans la merde à cause de l'immobilier. Et je le dis, il y a des personnes qui se mettent dans la merde à cause de l'immobilier. Et tous les business sont pareils. Tous. Le seul business où tu es sûr, c'est de vendre ton temps. Tu vas travailler, tu as un salaire. Là, ça c'est le mieux. Mais si tu veux te lancer dans un business, il peut fonctionner comme ne pas fonctionner. Et si tu te dis, tel business rapporte, t'es foutu. Ok. J'aime bien parler de ça. C'est quoi un petit peu la routine de Lionel au quotidien pour pouvoir gérer tous ces business, même s'il y en a un que tu termines? C'était quoi? C'était danse? Non, je termine les deux, parce que je termine aussi le marchand de biens. Ok. J'arrête les formations justement parce que j'arrête d'être marchand de biens. Et je voulais pas faire un business vendre un business que je ne fais plus. Ok. Je voulais toujours rester Il reste pas beaucoup de temps. Bon. Non, mais t'inquiète. Non, vas-y, c'est pour moi, ça. Je voulais pas lancer un business que je fais pas. Ouais. Comme ça me permet d'être toujours légitime et surtout d'être toujours au courant de ce que les gens font. Okay. Et comme j'arrête d'être marchand de biens, j'arrête les formations. T'as ton objectif, ça a été rentier ou quoi? Non. L'objectif de base, Non, parce que en fait, j'ai pas de rente puisque j'ai pas gardé les biens. Mais tu peux avoir investi dans... Il y a pas que... Être rentier, c'est pas que l'immobilier. Moi, je connais que l'immobilier, j'investis que dans ça. Moi, comme je t'ai dit, j'investis dans ce que je comprends. Ce que tu comprends. Par exemple, il y a plein de gens qui me parlent de TF et tout, c'est génial sur le papier. Mais je suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc je mets pas mon argent quand j'ai pas bien compris. Quand t'as pas bien compris. C'est comme les cryptos, ça a l'air génial ce truc. Je vois des mecs qui gagnent de l'oseille dedans. Mais moi, je mets pas mon argent, j'ai pas tout compris. T'as pas compris, ok. J'ai compris, mais pas... Donc toi, t'es pas celui qui va, entre guillemets, multiplier ses... J'ai essayé, j'ai raté. Okay. J'ai essayé, j'ai raté. Ces investissements, j'ai essayé, j'ai raté, j'ai arrêté. Okay. Là, je vais peut-être... je pense que je vais peut-être partir, je sais pas encore, mais normalement, je devrais peut-être partir. Ok. Et donc c'est quoi la suite, là, du coup, pour toi? C'est me reposer. Se reposer, ok. J'ai des cheveux blonds, vous voyez. J'en ai aussi, je les coupe, mais j'en ai. Je me reposer un petit peu, et puis je vais voir. Donc là, tu stoppes ton activité. T'as l'impression d'avoir aussi un peu fait le tour. Tu vends la boîte ou pas? Non. Exit ou pas? Non, de toute façon, je peux pas. Qui va racheter ça? C'est pas une boîte où je peux faire un exit, des trucs. En tout cas, tu peux avoir un associé qui te dit je reprends tes parts,
Ou Non, mon encore... associé, lui aussi, il est fatigué. C'était une belle aventure et je pense qu'il va aller peut-être faire Autre d'autres chose. projets. Ouais, d'autres projets, ok. Mais pour l'instant, je sais pas, je vais voir. Je me laisse peut-être un an ou deux. Tu laisses le temps de revenir. Ouais, je me laisse un temps ou deux pour Dans cette période un an ou deux. intense, parce que c'était une période intense, Très. c'était quoi ton carburant? Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Ouais. Non, mais c'est intéressant, Oui, parce qu'il y en a qui ouais. vont te dire chercher à prouver ça, chercher Non, moi, j'ai pas de telle problème. revanche sur la vie, etc. Moi, Non, j'ai non. pas de revanche à prendre. Donc c'était gagner de l'argent. Donc t'as un goal, et là, aujourd'hui, tu dis, ok, c'est cool. Là, je peux prendre le temps de... Voilà, je peux descendre. Alors, comme je dis, je suis pas multimilliardaire parce que les gens Mm. vont croire que je suis un Qatari, pas du tout. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts en ce moment, les gens disent qu'ils Ouais, sont multimilliardaires, c'est pas mon cas. Mais j'ai en tout cas assez pour prendre un an ou deux 2 ans. sabbatiques pour regarder dans quoi je vais peut-être me lancer ou peut-être j'aurai peut-être de plus de temps. Ok, Mais je vais juste prendre le temps de vivre un petit peu. ok, c'est top, c'est top. Pendant ces périodes-là, est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu avais, je sais pas moi, une musique que tu aimais bien, un film, quelque chose qui te J'ai pas de motivait? télé, je sais pas. Bah, Lionel, t'as peut-être un morceau, un truc, t'écoutais dans la voiture. T'écoutais quoi pour quand t'allais entre RATP et les chantiers? Non, mais moi, quand t'étais avec à Leroy Merlin avec tes sacs dans la voiture? Non, le matin, j'écoute, quand je monte sur mon scooter, j'écoute du compas des fois. Ah, du bon compas, Des fois Aya Nakamura. ok. Des fois un rappeur, des fois Koffi Olomide. Ouais. Ça dépend de mon humeur. Ça veut dire que en tout cas, la musique, ça te porte, mais c'est pas ça qui te Non, booste. moi, je suis pas une musique, il n'y a pas de musique de motivation. Ok, Mon enfance, avec les difficultés de ma mère, ça me motive assez. ok. Et je pense que les gens qui ont grandi avec peu d'argent, Hmm. quand ils ont besoin encore de motivation, ils sont un peu dégoûtants, je trouve. Je veux dire, t'as pas pris assez de leçons de ce que t'as vécu. Ouais, mais le truc, c'est que on a souvent dans nos parcours d'entrepreneurs des moments difficiles, Oui, et tu as besoin d'avoir des fois ce déclic, tu vois. Et toi, c'est pas ton cas, du coup. je sais pas de quel déclic tu parles, mais... Bah, tu vois, ça veut dire remettre la pièce dans le jukebox pour que ça redémarre. Oui, il y a Remettre, des tu vois. moments où t'as moins envie, oui, Et ça ouais, c'est clair. et ouais. Mais et puis après, tu as des obligations. Tu dois aller chez le notaire, tu dois faire des biens. Tu y vas et tu le fais. Oui, moi je suis quelqu'un qui me dit les hommes, on a des responsabilités. Des fois on a envie, mais des fois on n'a pas envie. Mais qu'on ait envie ou pas, la responsabilité est toujours là, donc il faut la surmonter. Voilà. Ok, top. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour cet échange, Lionel. J'en profite pour dire à notre audience, si vous avez aimé l'échange avec Lionel, de s'abonner, de laisser des likes. On est sur Apple Podcast depuis peu. On est sur tous les réseaux. L'idée, c'est que ce genre de profil, vous nous envoyez aussi des noms des gens que vous voulez voir derrière le micro pour qu'ils se confient à nous. Limite, là d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut, on était limite sur un VRV business. Ouais, tu vois, j'étais en train de me dire ça, et donc on est vraiment sur. Est-ce qu'on n'a pas peut-être notre premier VRV business avec Lionel, parce que c'était la partie introductive, et puis après on rentrait dans le vif du sujet. Merci Lionel, Pas de problème, c'était top. un plaisir. On va aller regarder quand même ce que tu fais, même si tu nous as dit que tu stoppais. On va voir les dernières J'ai quand même interventions. du contenu, Ouais. qu'ils peuvent voir depuis l'époque et si ça les intéresse. Exactement. En plus, maintenant, il n'y a plus rien à vendre, donc vous pouvez regarder tranquillement. Tranquillement. Tu vas commenter l'actualité toujours? Parce que j'ai vu que tu commentais aussi un peu Ouais, je l'actualité. vais commenter l'actualité IMO, mais comme je risque d'aller à l'étranger, je vais la commenter depuis l'étranger. Ok. Et puis là où je vais aller, en fonction. Je sais que je vais pas vendre de formation parce que ça c'est bon, je ne Ouais. ferai plus, mais on verra. Je pense qu'il y a plein de choses à faire dans l'immobilier. J'ai 2-3 idées, mais On verra sur tes réseaux. La suite de oui, l'aventure. vous allez le voir, vous allez le voir. Ok. Bah, merci. bon. Merci beaucoup Lionel. Merci, au plaisir Lionel.